pris le bus et du coup, à un moment, je me suis arrêtée sur la route parce que j'avais énormément envie d'uriner. J'arrive, je rentre, en fait, c'était un kebab, quoi, à côté. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux utiliser vos toilettes parce que là, ça presse. Ah, elle m'a dit, madame, allez-y, c'est là et tout. J'ai pissé, là, Patou, je te jure, c'était rouge sang. Mais vraiment rouge sang. Même ton costume à côté, c'est petit. Ma soeur, elle vient, elle me dit alors, qu'est-ce qu'ils ont dit et tout. Je lui dis, ils ont pris des prises de sang, il y a 9 tubes. Elle m'a dit, tant mieux, comme ça, au moins, ils font les examens, on saura qu'est-ce qui se passe et tout, machin, nanani. J'ai dit, ok. Très bien, il n'y a pas de souci. Le 2 mai, lendemain, prise de sang, 9 tubes encore. Je me suis dit, oh, 10, 9, qu'est-ce qui se passe? Le médecin du service, il arrive, il me dit, oui, mademoiselle, faut qu'on vous parle. Moi, je dis, ben, vous pouvez parler devant ma soeur, en fait. Ouais. Il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher, donc vous pouvez parler avec ma soeur, il n'y a pas de problème. Et il dit, non. Il faut qu'on parle d'abord à vous. Ah là, mon cœur, ça commence à monter. Je vais dans le bureau du médecin, il me fait asseoir. Il me dit, comment vous allez? Je fais, je sais pas. Il me dit, bon, ben, le verdict est tombé. Le diagnostic est tombé. Vous êtes porteur, mot exact, vous êtes porteur du virus VIH-Sida. Ma mère, elle s'est roulée par terre. Mon frère, pendant une année, il ne m'a pas adressé la parole. État de choc, en fait. Tellement il était choqué parce que moi, je suis la dernière et lui, c'est le grand frère. Ma soeur Gaëlle... Ma soeur Gaëlle, c'est la définition de la foi même, en personne. C'est vraiment la définition de la foi en personne parce qu'elle a dit, je me rappelle quand on avait eu une conversation, elle a dit à Dieu, cette affaire, moi, je ne gère pas. Elle n'a pas accepté ça. Elle a dit, j'accepte pas. C'est ma soeur, ma petite soeur, mon bébé, sa première fille. Elle a dit, Dieu, là, en tout cas, moi, je ne veux pas gérer ça. Déjà, dès le début, elle a évoqué les bonnes choses. Elle ne gère pas. Ça veut dire que c'était la première qui était à l'hôpital avec moi. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était toujours avec elle. Aller chercher les traitements, c'est avec elle. Trouver des stratégies, des stratagèmes pour parler à la famille, pour parler à maman, pour parler à mon frère. C'était toujours avec elle. Si je dois définir l'amour inconditionnel en personne, c'est ma grande sœur. Bonjour à tous, bienvenue chez Monsieur K, bienvenue à notre 3e émission. C'est grâce à vous que nous existons, c'est grâce à vous que nous allons pouvoir enseigner et c'est surtout grâce à vous que nous allons pouvoir parler à cœur ouvert. Merci à vos publics. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons pouvoir accueillir notre intervenante d'aujourd'hui, une femme puissante, une femme qui va pouvoir vous édifier et surtout vous motiver aujourd'hui. Car toutes les femmes, toutes les personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui se trouvent dans une situation pareille, sachez qu'aujourd'hui, vous allez être édifiés. Sans plus tarder, nous allons pouvoir accueillir Sandy Lou parmi nous. Sandy, ça va? Ça va, très bien. C'est toi, maman. Installe-toi. Ça va? Bon, nous, on a un peu l'habitude maintenant. Bienvenue chez Monsieur K. Merci. Surtout, sois pas stressé. Il y a de l'eau qui est là. L'eau, elle est là. Si tu veux boire, si tu as soif, moi, je bois déjà. Comme ça, je vais me préparer. En tout cas, Sandy, aujourd'hui, on va parler de ton histoire. Aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire incroyable. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu es une femme motivante aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais pour briller autant? Tu vas me parler de ton histoire et voilà, sois toi-même, sois à l'aise. C'est un dialogue entre toi et moi. Le public est là aussi, donc voilà. Merci pour l'invitation, hein, Monsieur K. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sandrine. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville, donc j'habite sur Lyon. Et mon métier, en fait, je suis conseillère mutualiste en santé et prévoyance.
Et mon histoire, en fait, a commencé avec une rencontre. Une rencontre en 2012. J'ai rencontré un jeune homme qui est d'originaire de Blois, qui est congolais aussi de Brazzaville. On s'est rencontrés dans un magasin de prêt-à-porter. Donc, il est venu me parler. On a échangé nos numéros. En plein magasin, il t'a accosté? Oui, en plein magasin. En plus, c'était en période de solde, donc je faisais mes soldes tranquillement et tout. Et en plein magasin, il est venu me parler. Donc, on a commencé très gentleman. Franchement, très gentleman, très poli. Donc, il est venu m'accoster. Donc, on a échangé nos numéros. Donc, on a commencé à faire quelques sorties. Donc, les sorties les plus classiques, hein, quand tu veux. Dans les débuts, là. Voilà, dans les débuts, le restaurant, machin, les petits bars, les petites sorties. Et franchement, c'était très bien. Et on a commencé petit à petit, du coup, à rentrer dans une routine. Et ça s'est fait très vite. Au bout de 6 mois, commencer à venir chez moi, à me donner des conseils au niveau de mon travail. Parce que du coup, je cherchais à me stabiliser aussi professionnellement parlant. Okay. Et aussi le côté aussi financier. Donc, du coup, c'était une personne qui me motivait énormément. Ouais. Donc, au bout de 6 mois, vous étiez déjà ensemble? Là, oui, franchement, on s'est mis rapidement ensemble, très, très vite. Très, très, très vite. Donc, il a commencé à me conseiller un peu sur ce que je voulais faire professionnellement. Donc, c'était quelqu'un qui était très impliqué et tout. Et du coup, au bout d'une année, on a décidé, on va dire, d'aller à l'étape suivante. Par exemple, comme nous, on est des Congolais, on s'est dit, bon, faire des présentations, voir la famille et tout. Et là, moi, tout bêtement, je me suis dit, bon, ça commence à être un peu sérieux. Pourquoi pas faire des tests, en fait, tu vois, les tests de hépatite, VIH, tout ça. On s'est dit, ben, pourquoi pas. Pourquoi tu t'es décidé ça? En fait, je me suis décidée tout simplement avec lui, parce que réellement, je me projetais vraiment avec cette personne, faire des enfants. Et comme j'allais déjà à l'église aussi à cette période-là, et on avait déjà eu une prédication pour dire, mais quand vous vous mettez en couple, il ne faut pas négliger le côté aussi, la santé. Savoir la personne, sa vie d'avant, on ne connaît pas. Donc, savoir aussi si on est compatible, les groupes sanguins, voilà, des choses comme ça. C'est important de le savoir. Donc, du coup, moi, je me suis mis ça en tête. Je me suis dit, pourquoi pas, on va le faire les tests. J'en lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, tiens, vas-y, on fait les tests et tout pour savoir, en fait, si tout va bien, quoi. Il me dit, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on le fait et tout. Et du coup, c'était en 2012, donc début 2013. Donc là, Dieu me fait la grâce de trouver en fait un travail justement dans les assurances. Donc j'ai commencé à travailler, il m'a poussé à changer d'appartement, quelque chose d'un peu plus grand et tout. Donc toujours en train de me motiver. Ok, donc c'était un réel plus de ta vie. Exactement, franchement à cette période-là, comme j'avais besoin aussi de quelqu'un qui me motive et tout. Il y a la famille, c'est vrai, mais quand tu as quelqu'un qui te booste, ça donne un petit plus, tu vois, dans la relation. Donc du coup, on était vraiment dans ce dynamique-là. Et lui, c'était quelqu'un qui travaillait dans la restauration. Et pour restituer un peu le contexte, Lyon, c'est la ville gastronomique. Donc du coup, lui, il voulait vraiment perfectionner son métier dans la restauration. Donc du coup, il est venu sur Lyon, puisqu'il était d'origine de Blois. Donc on continue notre petite relation. Moi, je commence mon boulot. Je commence à avoir mon petite atmosphère au taf avec des collègues. Ça se passe bien et tout. Et j'étais vraiment toute contente. Et du coup, comme j'avais énormément de boulot, j'arrivais pas à caler une place justement pour aller faire ces fameux examens. Et un jour comme ça, j'arrive au boulot, j'étais toute fatiguée, je me sentais vraiment pas bien et tout. Et il y a une collègue et tout qui me dit « Ah, mais Sandrine, c'est bizarre, t'es toute blanche. » Je lui dis « Oh, moi je suis noire et tout, machin. Comme ça. » Elle me dit « Non, t'es toute pâle et tout. » Et j'ai plein deux autres collègues, elles me disent « Ah, mais c'est bizarre, on te trouve vraiment très fébrile et tout, machin. » Très pâle, franchement, il faut que tu ailles voir un médecin et tout. Je veux voir mon responsable. Je lui dis, écoute, franchement, je ne me sens pas très, 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 très bien. Là, j'aimerais bien aller voir le médecin et tout. Il m'a dit, franchement, là, Sandrine, vu ta tête, vaut mieux que tu rentres. D'habitude, moi, je suis quelqu'un de, j'aime bien rigoler un peu avec tout le monde et tout. Il me dit, là, d'habitude, tu souris et tout, tu fais des blagues, mais là, on te reconnaît pas. Vas-y. OK. Moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous chez mon médecin traitant. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Je prends le rendez-vous chez le médecin traitant. Donc, le rendez-vous était genre vers les coups de 17h. Je m'en souviens très bien. Et du coup, je quitte le boulot vers les coups de 15h. J'appelle ma grande sœur qui travaille juste à côté. Je lui dis, écoute, Yaya, franchement, je me sens très, très, très mal. Là, je quitte le boulot.
j'ai rendez-vous à 17h chez le médecin, je te tiens au courant. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et comme je traînais déjà une infection urinaire, en fait, moi, je suis quelqu'un, il faut vraiment que j'ai mal pour aller voir le médecin. Donc, comme je supportais la chose, je me suis dit, c'était rien, quoi, c'est pas grave. Et j'arrive chez le médecin, j'avais mal. J'avais mal, en fait, au niveau des ovaires. Et ça me faisait très mal au niveau des ovaires et des reins. J'avais mal, je tordais de douleur. Et j'appelle une autre amie, je lui dis, écoute, je ne sais pas où tu es. Moi, là, je suis chez le médecin, je me sens vraiment pas bien et je commençais à pleurer au téléphone. Je dis, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai les vertiges, c'est bizarre. Ouais, j'avais vraiment des grosses douleurs au niveau des ovaires et des reins. Et elle me dit, ok, en plus, elle passait le bac à l'époque, mon amie. Elle me dit, bon, je finis mon épreuve. Il me dit, j'ai une épreuve dans 1h30, dès que je finis, au plus tôt, j'arrive. Je lui dis, ok, je lui dis, maman, pardon. Là, vraiment, il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'attends le médecin. Sur le trajet, on rentre de chez moi, de mon travail jusqu'à chez moi, j'ai pris le bus et du coup, à un moment, je me suis arrêtée sur la route parce que j'avais énormément envie d'uriner. D'accord. J'arrive, je rentre, en fait, c'était un kebab, quoi, à côté. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux utiliser vos toilettes parce que là, ça presse. Tu devais consommer, non, là-bas? C'était un gré. Franchement, non, j'ai pas eu... Franchement, j'ai pas eu le temps de consommer parce qu'il me voyait tellement en mode... Parce qu'en général, il faut consommer même une boisson. C'est vrai qu'en général, il demande de consommer et tout. Il m'a dit, j'ai rien pris. Il m'a dit, madame, allez-y, c'est là et tout. J'ai pissé, là, Patou, je te jure, c'était rouge sang. Même vraiment rouge sang. Même ton costume à côté, c'est rouge clair. Là, les larmes ont commencé à couler. Je me suis dit, là, de comment je fais de là jusqu'à rentrer chez moi. Mais elle n'est plus venue alors, l'amie? C'était trop long? En fait, l'amie, elle passait des examens. C'est la période du bac. Donc, elle passait des examens. Donc, je l'ai juste appelée. Elle était en pause, Dieu merci, parce qu'elle était en pause. Donc, je lui ai donné l'information. Elle me dit, dès que je termine, je te rejoins chez ton médecin. Donc, moi, sur la route, je m'arrête chez le kebab, là, et tout. Ok, très bien. Les larmes commencent à couler. Tu dis, bon, très bien. Ça va aller. Là, tu sais pas ce qui se passe. Là, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois qu'il y a du sang qui coule énormément. Je me suis dit, je suis pas en période. Je comprends pas ce qui se passe. Je me suis dit, bon, prends tes forces, Sandrine. Tu vas jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, j'étais toute tremblante. J'ai eu juste le temps d'ouvrir la porte de chez moi. Et là, je me croule par terre. En plus, j'étais en rez-de-chaussée, donc je me croule par terre. Là, je me suis dit... Et là, en fait, je me croule par terre et du coup, je me suis urinée dessus. Et en m'urinant dessus, il y avait du sang. Donc, du coup, je me suis dit, rouge pareil. Je me suis dit, Seigneur, là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Je reste calme. Je dis, bon, j'appelle ma soeur. Je dis, ça ne va pas, j'ai trop mal, j'ai mal partout. Elle me dit, bon, tu sais quoi, moi, je ne peux pas partir. Essaie d'appeler le SAMU. J'appelle le SAMU me dit quoi? Oui, mais madame, vous avez déjà pris rendez-vous et tout. Je lui dis, mais en fait, je suis en train d'uriner du sang, en fait. Et du coup, j'ai mal aux ovaires, j'ai mal aux reins, je ne comprends pas les douleurs, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. Oui, mais vous avez pris rendez-vous chez votre médecin, donc attendez le rendez-vous chez le médecin. Il était 16h. J'ai dit, j'ai encore 1 heure et tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends le réflexe de ramper, bon, comme si j'avais un petit studio. Donc, je prends quand même le réflexe de ramper. Tu rampes. Ouais, je ne pouvais pas me mettre debout. C'était pas possible. Je prends le réflexe de ramper. Avec le coude ou avec les mains? En fait, avec les coudes, les mains. Donc, je ne sais pas comment, mais j'ai pris quand même le réflexe de ramper, d'avancer et de mettre la musique de la louange. Ah, voilà, je me suis dit, il faut un truc qui me calme. Donc, je mets de la louange, je commence à prier. Et il faut savoir que c'était en avril 2013. Non, 2014 déjà. Ouais, 2014, parce que 2013, c'était vraiment l'année, tout se passait bien dans ma relation, il n'y avait pas de soucis. Et du coup, c'était en avril, fin avril 2014. Et il faut savoir qu'en février 2014, je me suis baptisée par immersion. Donc, 2 mois après, c'est là que je commence à avoir des douleurs et tout à ce moment-là. Je commence à avoir des douleurs et tout. Et du coup, je mets la musique. Je dis, ah Seigneur, je sais. Je commence à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, là, donne-moi la force et tout. Je commence à prier, je rentre dans la présence du Seigneur. Et il commence à être 16h30. Je me suis dit, il faut que j'aille chez le médecin. Mon médecin, il est à 500 mètres. Les 500 mètres m'ont duré 1 heure parce que du coup, je traînais. Et le pire, c'est là que tu vois que les gens sont mauvais parce qu'ils voient quelqu'un qui est en train de déambuler dans la rue, essayer d'aller vers le médecin.
Personne s'arrête en fait, personne. Et c'était juste une ligne droite, hein. Mais personne s'arrête. Après, les gens, ils savent pas, ils ont peur eux aussi. Ah, je sais pas, on ne dit, connaît mais pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. J'avance quand même. J'arrive chez le médecin. Le médecin me consulte. Le médecin me dit, oui, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, madame, je sais pas. J'ai mal aux ovaires, j'ai mal au rein. Elle me dit, oui, peut-être c'est l'appendicite. J'ai dit, l'appendicite. J'ai dit, moi, c'est un truc que je connais pas. Sans t'avoir examiné d'abord. Oui, elle m'examine et tout. Examine en même temps. Et donc, du coup, quand elle me touchait sur le côté, elle voyait que je réagissais, tu vois, et que du coup, ça me faisait mal. Elle me dit, ah, bah, peut-être c'est l'appendicite et tout. Je dis, madame, moi, vos histoires d'appendicite, là, moi, je connais pas. Je peux pas avoir ça. J'ai dit, j'ai mal aux ovaires et j'ai mal au niveau des reins et tout. Elle me dit, vous avez fait une infection? Là, j'ai dit oui. Elle m'a dit, mais ça fait combien de temps que vous avez l'infection et tout, urinaire? Je fais, ouais, ça fait plus d'une semaine. Le médecin me regarde, en fait, mais madame, une infection, genre au bout de 2 jours, il faut aller voir la pharmacie, vous gardez un an. Je dis, bah, moi, j'avais pas mal, donc normal, tranquille. Elle me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais moi, je sais pas, c'est vous le médecin et tout. Et du coup, quand par hasard, chez le médecin, j'avais pas envie d'uriner, rien. Mon amie, elle arrive et tout, elle m'envoie des messages, elle arrive et tout. Et là, j'avais tellement mal, je pleurais, j'arrivais plus à parler. Je pleurais. Et le médecin me dit, oui, madame, là, je ne sais pas quoi faire, vaut mieux que je vous envoie à l'hôpital. Quel hôpital vous voulez aller? Je dis, madame, je n'ai jamais été hospitalisée de ma vie. Donc, je ne sais pas, c'est vous le médecin. Donc, dirigez-moi vers l'hôpital que vous semblez bon pour moi. Et mon amie, elle me dit, ah, je connais un hôpital qui est très bien, c'est l'hôpital des armées. Parce que c'est peut-être des militaires et tout, donc ils sont top au niveau tout ce qui est infection et tout. Ok. L'ambulance arrive, on rentre dans l'ambulance et tout, machin. Donc, gyrophare et tout, nana, on arrive à l'hôpital. Dès que j'arrive à l'hôpital, ma grande sœur aussi, elle arrive en même temps, parce qu'entre autres, je l'ai appelée, je lui dis, écoute, là, c'est urgent, rejoins-moi à l'hôpital, voici l'adresse. Elle me rejoint à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et tout, il m'examine. Il y avait le médecin de garde arrive, il m'examine, il me dit oui mais madame, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis allée uriner. Et là c'était vraiment rouge toujours. Avec des cailloux dedans. Là je pleure. Là je dis à ma pote, je vais mourir. Elle me dit mais non Sandrine, ne dis pas ça, tu viens de te faire baptiser, t'es un enfant de Dieu et tout. J'ai dit là, cette heure-ci, Dieu là, il n'est pas avec moi, donc je vais seulement mourir. Elle me dit non Sandrine, ne dis pas ça. J'ai dit non. Je vais mourir. Oh. J'ai répété ça au moins 3 fois. Oh. 3 fois, j'ai répété. Et du coup, les médecins me mettent en observation. Et là, tu as le médecin de garde qui arrive. Le premier médecin arrive, m'examine et tout, me sculpte et tout ça, machin. Après, le médecin me dit, oui, mais madame, vous avez des ganglions sur tout le corps. Est-ce que c'est la première fois que vous avez? Est-ce que vous avez l'habitude et tout d'en avoir? Je fais non. Elle me dit, bon, ok, on arrive. Le médecin, il part. Il revient. Il me dit, ah, mais madame, vous êtes venue, en fait, bon, nous, on nous a dit que vous êtes venue pour une infection et tout, donc on va quand même faire des analyses, on va prendre des prises de sang. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Troisième médecin arrive. Il me dit, madame, tout à l'heure, on vous a consulté et tout, il y a des ganglions, mais faut qu'on vous prenne des prises de sang, mais un peu plus approfondies. J'ai dit, mais là, vous avez... Tu pas perturbé à ce moment-là? Là, je panique. Là, je me suis dit, 3 médecins arrivent. Non, là, il se passe vraiment quelque chose. Ma sœur, elle me dit, ah, comme tu as eu une infection, peut-être c'est un truc avec les reins. Ok. Ils viennent, ils prennent des prises de sang. Ils prennent des prises de sang. Le premier médecin revient. Et en fait, le premier médecin, en fait, il faut comprendre, c'était l'infectiologue. Yes. C'est après que j'ai compris. Le premier médecin, il arrive et tout. Il prend les prises de sang. Il me pâte encore il me touche encore le corps et tout. Il me dit, ah, madame, vous avez énormément de ganglions. Vous savez depuis combien de temps vous les avez et tout, machin? J'ai dit, franchement, non, je sais pas. Elle m'a dit, vous étiez fatiguée? Est-ce que vous avez senti des sensations bizarres? Est-ce que vous avez eu des vertiges, des choses comme ça? Oui, un peu, mais bon, comme je travaille beaucoup en ce moment, je viens de commencer un nouveau boulot il y a 1 an, donc il y a pas mal de matière, il y a pas mal de taf. Comme c'est les assurances et tout, je me suis dit, ben non, pas plus que ça. Ok. Médecin, donc ils partent avec les prises de sang. Moi, je suis là avec ma sœur et tout. Et on est resté 4 heures, ouais, presque 5 heures. Oui, à attendre les résultats. Le médecin, il revient. Il me dit, madame, on vous garde en observation. Il me dit, là, on va vous garder en observation. Moi, je me suis dit, peut-être ils vont me garder juste. Il m'a dit, non, là, il faut que vous montez
au 2e étage et tout. Après, là, il me pose la question, il me dit, est-ce que vous voulez être en chambre seule ou accompagnée? J'ai dit, chambre seule. Ok. Je monte et tout avec les médecins. Tu dis rien encore. On me dit rien, rien du tout. Et le médecin dit à ma soeur, ben, je vous invite à rentrer. On garde votre soeur. Là, ma soeur, elle me regarde décomposée. Elle me regarde en mode, là, il y a quelque chose, ça sent pas bon. Je dis, oh, tranquille. J'avais mon téléphone, mon portable et tout. Je rentre dans la chambre. Ouais, non, j'avais même pas le chargeur d'ailleurs. J'avais pas le chargeur. J'avais oublié le chargeur. J'avais oublié le chargeur. Mon téléphone, il s'éteint. Je reste dans la chambre. Et là, je suis seule avec moi-même. Je me suis dit, bon, Sandrine, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une chambre d'hôpital, tu es toute seule. On a fait des examens et tout. Pendant tout ce temps-là, tu n'as même pas pensé à un petit coup de fil à ton copain? Non, pendant tout ce temps-là, j'ai pas vraiment... Ça allait vite, ça allait tellement vite. En fait, c'est tellement allé vite d'un coup que j'ai pas pensé à lui à cet instant-là. Ça veut dire que dans mon esprit, j'étais là me disant, là, on me prépare à quelque chose d'assez grave, en fait. Je sentais qu'on allait m'annoncer quelque chose qui n'était pas bon. Je savais que c'était de la maladie, mais laquelle, je n'avais pas aucune idée. Le lendemain, une infirmière, elle arrive. Oh, mademoiselle et tout, on va vous faire des prises de sang parce qu'il faut qu'on fasse encore des examens approfondis parce d'après les médecins, il y a une germe qui est dans votre sang. On ne sait pas trop c'est quoi. Donc, il faut qu'on vous fasse des prises de sang. Ok, allez-y. Préférez quelle main? La main gauche. D'accord. Ah, mais vous avez des très belles veines. Très bien. Faites ce que vous avez à faire. Et j'étais là en plus, trop audacieuse en plus à l'hôpital, je me souviens. Et là, elle fait les prises de sang. Et je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'il y avait 9 tubes. J'ai compté 9 et je pleurais. Ouais. Et en fait, elle fait les prises de sang. Elle me dit, ouais, mais c'est rien et tout machin. Je fais, mais madame, pourquoi 9? Non, mais comme je vous ai dit, on doit approfondir les examens et tout, nanana et tout. Ok, on est le 1er mai. D'accord, très bien, 2014. Ma mère, elle est au Congo, au Brazzaville. Ma mère, en février, elle vient de perdre son père. Moi, je suis à l'hôpital. Ma soeur, elle vient, elle me dit alors, qu'est-ce qu'ils ont dit et tout. Je dis, ils ont pris des prises de sang, il y a 9 tubes. Elle m'a dit, tant mieux, comme ça, au moins, ils font les examens, on saura qu'est-ce qui se passe et tout, machin, nanani. J'ai dit, ok, très bien, il n'y a pas de souci. On est là, on discute. Maman, elle appelle. Oui. Elle parle à ma soeur. Oui, et tout. Comment vous allez? Oh, maman, ça va, on est entre nous là. Tu connais le 1er mai, jour férié et tout. On est avec Sandrine. Ma mère a dit, ah, moi, Sandrine, j'ai rêvé qu'elle a fait un accident de voiture. Ma fille, elle va bien. Oui, maman, elle va bien et tout. Comme on n'avait pas de réponse encore des médecins, maman, elle est au Congo. Donc, on s'est dit, on ne va pas commencer à la mettre en tension. Donc, on a laissé. Très bien, puisque là, tout va bien. Le 2 mai, lendemain, prise de sang, 9 tubes encore. Je me suis dit, oh, 10, 9. Qu'est-ce qui se passe? Je suis restée calme. En fait, ça veut dire que je passais mon temps, en fait, à rester calme, ne pas parler, et je pleurais tout le temps. Je pleurais. Là, le médecin, l'infirmière me dit, ouais, on va encore refaire parce que là, il y a une bactérie. C'est plus la germe, c'est maintenant une bactérie. Je me suis dit, bon, bactérie, je me suis dit, c'est quoi? Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça peut être que les reins, puisque j'ai eu une infection. Comme ils m'ont mis sur perfusion, antibiotiques et tout, elle m'a dit, non, au bout des 48 heures, l'infection, elle n'y avait plus. Après, je lui dis, mais si l'infection, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, mais écoutez, mais si l'infection, il y a plus depuis 48 heures, ça fait 2 jours, je suis là, normalement, il n'y a plus rien. Elle me dit, oui, mais comme vous avez eu des douleurs au niveau des ovaires. En fait, elle est en train de tourner un peu. Tu vois, comme vous avez eu des douleurs au niveau des ovaires. Oui, il savait dès la première prise de sang, il savait, mais il voulait être sûr vraiment que qu'est-ce que c'était et depuis combien de temps. Donc, je suis restée calme. Je dis, mais attendez, vous m'avez dit, je suis venue pour l'infection. Normalement, c'était bon au niveau de l'infection. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous faites encore des examens. Elle me dit, ah bah non, moi j'ai les instructions du médecin de service. Yes. Moi, j'ai les instructions de médecin de service. Donc, il faut que je fasse les examens. Le 2 mai, ma soeur, elle arrive. Toujours la même personne. Ma soeur, elle arrive, elle me ramène des affaires. Elle m'a dit, oui, je t'ai ramené quelques affaires. Et dans les affaires, en fait, qu'elle me ramène, elle me ramène les affaires de mon ex qui était dedans. Je lui dis, mais pourquoi tu me ramènes ces affaires, en fait? Elle me dit, je sais pas, j'étais paniquée. Et la seule chose qu'elle a pu me ramener, je lui ai donné des instructions. C'est la Bible qu'elle a mis dans mon sac. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, bon,
Ok, d'accord. Le médecin, 2 heures après, ils me disent, oui, madame, le 2 mai, hein, le médecin du service, il arrive, il me dit, oui, mademoiselle, faut qu'on vous parle. Moi, je dis, ben, vous pouvez parler devant ma soeur, en fait. Ouais. Il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher, donc vous pouvez parler avec ma soeur, il n'y a pas de problème. Et il dit, non, il faut qu'on parle d'abord à vous. Wow. Ah là, mon cœur, ça commence à monter. Papa ou boum boum? Boum, 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 tout ce que Ça, tu c'est veux. papa. Ça commence à À ce moment-là, monter. c'est boum, Je boum, commence boum. à transpirer, je commence à paniquer, à trembler. Là, je me dis, là, j'avais l'impression de revivre les remakes de Urgence. Tu sais, dans Urgence, quand il vient t'annoncer un truc, je me suis dit, ils vont me faire un truc comme ça. Je me lève, je vais voir, je vais dans la chambre. Je vais dans le bureau du médecin. Il me fait asseoir. Il me dit, comment vous allez? Je fais, je sais pas. Il me dit, bon, ben, le verdict est tombé. Le diagnostic est tombé. Vous êtes porteur, mot exact, vous êtes porteur du virus VIH, SIDA. Et là, je regarde le médecin. J'ai dit, non, c'est impossible. J'ai dit, c'est mort, c'est impossible. À ce moment-là, refus, mais total. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il m'a dit, si, madame. Là, vous êtes porteur. Et d'après les analyses qu'on a fait, ça fait plus de 1 an que vous avez le virus dans votre corps. Après, le médecin me dit, mais j'ai une question à vous poser. Comment c'est que maintenant, vous vous manifestez par rapport à la maladie? Je lui ai dit, mais moi, je suis venue pour une infection urinaire, en fait. Il m'a dit, mais vous avez jamais vous faites dépister et tout, machin et tout. J'ai dit, oui, j'étais censée faire le dépistage, mais du coup, avec le boulot, prise et tout, j'ai pas eu le temps. Après, elle me dit, mais vous avez un partenaire? Et là, dans ma tête, t'es en couple. j'ai dit, mais ouais, je suis en couple, en fait. En fait, je suis en couple, en fait, je suis avec quelqu'un. Et là, tu t'es prise de panique, tu te dis, je suis avec quelqu'un. Donc, dans la logique, la personne, elle est malade. Dans la logique, je lui ai transmis. Panique, là, tu tombes par terre. J'ai dit, j'ai bousillé la vie de l'enfant d'autrui. Dans le bureau du médecin. Non, dans le bureau du médecin. En fait, ça, c'était dans ma tête, en fait. Là, j'étais dans le bureau du médecin, je commençais à pleurer. Tu n'es pas tombée par terre dans le bureau du... Non, je suis restée assise, affalée sur la chaise et tout. Et donc, là, je pense, et du coup, là, je remets mes idées en place et je dis au médecin, mais je vais dire quoi, moi, à ma famille? Et à ce moment-là, c'était ma famille, en fait. Moi, à cette heure-ci, je m'en fichais. Moi, en fait, c'était plus le problème. Moi, j'ai dit, c'est ma famille. Et là, je pense, je dis, mais il y a ma grande sœur, en fait, qui est là, à côté. Qui est à côté. Je dis, bon. Le médecin, il me dit, ouais, est-ce que vous voulez qu'on aille la voir? Comme ça, elle vient, on lui explique et tout. Après, je lui dis, mais vous m'avez dit, ça fait combien de temps? Elle m'a dit, ça fait plus d'1 an. Elle me dit, mais vous avez pu tenir plus d'1 an, en fait, parce que vous êtes à un stade très avancé de la maladie. Et là, on était à quelques heures ou même jours, c'est trop dire, à vous donner un pronostic vital. Et là, tu réalises que non, mais en fait, je suis malade, en fait. Il se passe quelque chose. Ma vie est en train de basculer. Là, je me dis, mais je vais dire comment à ma sœur? Je vais dire quoi à ma sœur? Je me lève, je marche dans le couloir, je pleure. J'arrive dans la chambre, je m'écroule sur le lit. Ma sœur, elle se dit, ah, là, si elle s'écroule, il y a un truc. Ma sœur, en plus, comme tu dis, charisme, elle est restée sur la chaise, là. Elle me dit, je dis, ouais, Yaguel, j'ai le sida. Oh, toi aussi, tu t'annonces ça comme ça. Comme ça, brut de pomme. Ah, le médecin... Mais tout le monde est mauvais VIH. Non. J'ai dit ça comme ça. Elle m'a dit, t'as quoi? Ma soeur, elle me dit, t'as quoi? Ah, j'ai dit, médecin, elle dit VIH, sida. Là, j'ai repris un peu une autre phrase. Elle me dit, t'as, hein? Elle me dit, non. Non. Elle me dit, viens. On va aller voir le médecin. Il va m'expliquer et tout. Elle me prend par la main. Le médecin s'assoit, lui explique. Oui, la charge virale est tellement avancée, donc on pouvait lui donner un diagnostic vital. Bah, comme elle est déjà là, il faut qu'on la garde 1 semaine en observation pour trouver le bon traitement adapté parce qu'elle a un cas vraiment avancé et tout. Donc là, vraiment, il faut qu'on garde votre sœur pendant au moins 1 semaine, donc 7 jours, pour refaire encore des analyses, pour trouver le bon traitement à adapter, si on va sur un seul traitement ou si on va sur 3 comprimés ou si c'est 1 comprimé, si on fait 1 comprimé dans 2. Donc, en fait, il me parlait chinois à ce moment-là.
Là, moi, j'étais là, je le regardais seulement le médecin, je rigolais. En fait, je rigolais à un moment, je commençais à rigoler, mais nerveusement. Après, le médecin m'a dit, mais ce serait bien, en fait, que vous appelez votre partenaire pour lui dire, en fait, ce qui se passe, en fait, en vrai. Ok. Je repars dans ma chambre. Je charge, bon, du coup, mon téléphone est chargé. J'appelle répondeur. Je dis, ok. D'accord, répondeur. Ok, je laisse un message vocal. Ouais, salut et tout, c'est moi, je t'appelle parce que là, c'est urgent, il faut que tu me rappelles. Je suis à l'hôpital, j'ai quelque chose de très, très grave à t'annoncer. Et ce que je vais te dire peut donner un tournant, en fait, à notre relation. Ça peut compliquer les choses parce que c'est vraiment pas simple. Là, à ce moment-là, toi, tu penses que c'est toi qui lui as transmis? Là, à ce moment, dans ma tête, j'étais sûre et certaine que c'était moi la fautive. À ce moment-là, c'était moi, Sandrine, qui était coupable. Donc là, du coup, maintenant, tu passes des jours à l'hôpital. J'ai passé toute une semaine à l'hôpital. C'est en sortant de l'hôpital que la personne d'elle me rappelait. Il me rappelle. Il me dit, oui, j'ai pas compris ton message, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, je viens de sortir de l'hôpital et on vient de me diagnostiquer que j'avais le VIH-Sida. La personne au téléphone, elle reste très calme, serein. Il m'a dit, ok, d'accord, on va l'affronter ensemble. Moi, à ce moment-là, soulagé un peu, je suis soulagée, je suis rassurée. Je me suis dit, ah, il a l'air de très bien prendre les choses, donc tout va bien pour moi. J'ai quelqu'un qui est là, puisque dans ma tête, je me suis dit, vu qu'on a tellement avancé dans notre relation, sur le domaine professionnel, même sur le côté spirituel, il m'a poussé à me baptiser, aller à l'église, tout ça, toutes ces choses. Mon épanouissement personnel, en fait, passait déjà pour lui, donc je me suis dit, bon, s'il est encore là, tant mieux pour moi. Donc je me suis dit, that's the good person. Tu te dis, c'est la bonne personne, tu vois. C'est quoi? Good person. Good. Moi, je suis française. Moi, je donne l'accent des Français. C'est le mot anglais. C'est la bonne personne. Je me suis dit, à ce moment-là, c'est la bonne personne. J'ai quelqu'un qui va me soutenir, quelqu'un qui va être avec moi, qui va m'accompagner et tout. C'est important. Et je me dis, c'est important. Et là, du coup, je sors de l'hôpital. Je lui dis, bah écoute, moi, je suis à l'hôpital. Il m'a dit, bon, rentre à la maison. Moi, je fais tout pour venir. Là, je suis un peu… Parce qu'il était parti à Paris cette semaine-là pour faire des formations au niveau de la cuisine parce qu'il voulait se spécialiser sur tout ce qui est pâtisserie. Donc, il est parti sur Paris pour ça. Et bien évidemment, en tant que copine, voilà, donc ça faisait plus d'1 an, je l'ai quand même aidé du coup financièrement aussi. J'ai quand même, voilà, je me suis dit, tu vas faire une formation, je l'ai aidé, il n'y a pas de problème. Et moi, je rentre à la maison. Là, tu es face à toi-même. Là, je suis toute seule. Donc là, j'ai le verdict. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Là, c'était que ma soeur Gaëlle qui était au courant. J'ai un grand frère. J'ai des amis, j'ai de la famille. Je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle à tout le monde? Est-ce que je me tais et je dis rien et tout? Et juste pour revenir à l'hôpital, il y a eu un moment où j'ai fait de la tension. Je suis remontée jusqu'à, je crois, à 19 ou 20 de tension parce que du coup, la nouvelle était tombée et ma tête, ça chauffait. Et on m'a demandé de voir un psychologue. J'ai refusé. Je me suis dit, psychologue, c'est bon. Je suis noire, je me suis dit, voilà. je n'en ai pas besoin, donc je ne veux pas voir un psy. Voilà, grosse donc j'ai laissé grosse erreur, j'ai dit, ah, j'ai un psy gratuit, la Bible, on va lire la Bible et ça va aller. Tu parles. Du coup, je me suis dit, non, je ne veux pas avoir de psychologue et tout. Et du coup, le soir où j'ai fait de la tension, j'ai eu juste le réflexe d'appuyer le bouton. Et j'ai vu une lignée de médecins qui arrive, qui prend le défibrillateur là, et qui essaie de me ranimer parce qu'en fait, à ce moment-là, je partais, je perdais conscience en fait. Tu partais où? C'est comme je mourais en fait. Je mourais, ça veut dire qu'ils m'ont mis le truc, voilà exactement. Et du coup, quand j'ai repris mes esprits, l'infirmière me dit, Madame, on a failli vous perdre. Cette phrase, elle a tourné dans ma tête. Là, je me suis dit, Sandrine, il faut que tu fasses un choix entre la vie et la mort. C'est soit je laisse la maladie prendre sur moi, ou soit je décide de combattre la maladie, mais combattre toute seule, ça va être tendu. Donc je me suis dit, bon, Seigneur, je suis un peu vénère contre toi, je suis fâchée. Je suis sortie de l'hôpital en colère. J'ai dit, non, Dieu, attends, je me baptise, je fais tout bien, je me mets dans les eaux de baptême, je suis une nouvelle créature en Christ, et ça, j'ai ça. Alors qu'il t'a révélé justement. Exactement. En fait, c'était il a révélé quelque chose qui était caché en fait. Exactement. Exactement. En fait, c'était une, il a révélé quelque chose qui était caché en fait. Exactement. Et, il a révélé quelque chose qui était caché en fait. Exactement. En fait, c'était une, il a révélé quelque chose qui était caché en fait. Exactement. En fait, c'était une, il a révélé quelque chose qui était caché en fait. Exactement.
À ce moment-là, tu comprends pas Non, ça parce comme que là, ça. Tu ignores. Tu ignores. La colère, À ce t'as la moment-là, haine. tu t'arrêtes sur ta propre sagesse, ta sagesse humaine, te reposer sur la sagesse de Dieu. Donc, tu te dis, j'ai dit là, Seigneur, Kanda, Kara. Et j'ai arrêté de prier. Je priais plus. Je suis rentrée chez moi, je priais plus. Rébellion. Rébellion. Je me suis rebellée, je le dis contre Dieu. J'ai dit, j'arrête de prier. Et malgré tout ça, quand même, j'allais à l'église. Hein. Tous les dimanches, j'étais à l'église. Et c'est le seul endroit où je me permettais de pleurer, c'était à l'église. J'ai dit, Seigneur, comme c'est dans ta maison là que je me suis baptisée, non? Donc c'est dans ta maison aussi là que je vais pleurer. En tout cas, chez moi, je ne pleure pas. Donc je pleurais que à l'église. Et la semaine, la famille vient te visiter et tout. Pendant tout ce temps, monsieur, il me rappelle, il me dit, oui, là, j'arrive et tout. Je lui dis, mais tu vois, tu arrives, mais tu as fait des examens pour savoir et tout, machin. Oh oui, justement, j'ai pris le temps de te rappeler. J'ai eu les examens et les examens montrent que je suis aussi malade et tout. Et là, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, donc j'ai transmis le truc à la personne. Je me suis dit, en fait, donc du coup, j'ai infecté la personne, je lui ai transmis la maladie, je lui ai transmis les VIH, l'enfant des gens. Et moi, j'ai oublié que j'étais aussi l'enfant de quelqu'un à ce moment-là. Et je lui dis, je lui dis, ok, comment tu te sens? Je lui dis, écoute, c'est là. Il fait le mec, écoute, c'est là, on va faire avec, j'arrive et tout. Je lui dis, n'oublie pas d'amener tes examens parce que j'aurai besoin de ça pour que les médecins puissent nous suivre aussi, analyser et tout. Après, le médecin, à un moment, je me rappelle, le médecin me dit, s'il a fait à Paris, il n'a qu'à me donner le nom de l'hôpital, de l'infectiologue pour qu'il puisse me transmettre par fax. Il prenait du temps, lui, c'est ça? Et il prenait du temps. Là, on était déjà au mois de mai, mi-mai, sachant que les médecins, quand je suis sortie de l'hôpital, c'est 1 mois après que j'ai commencé le traitement. Donc, ça veut dire que le virus, il continue à faire son affaire dans mon corps. Et du coup, je lui dis, mais il faut que tu viennes avec tes analyses et tout pour savoir à quel moment, toi, tu as été affecté pour que nos dossiers soient suivis ensemble, pour qu'on sache, toi, ton traitement et tout, machin. Oh non, mais t'inquiète, je fais tout à Paris, comme ça, je vais arriver avec mon traitement et tout. Je lui dis, non, puisque tu reviens sur Lyon et que toi et moi, on est censés combattre la chose ensemble, dans ces cas-là, reviens sur moi avec tes analyses. Autant qu'il y a des infectiologues sur Paris, autant qu'il y en a à Lyon, en fait. C'est la même pathologie, donc que ce soit Paris ou Lyon, c'est pareil. C'est les mêmes charges virales et tout. Donc, je commençais à la trouver un peu bizarre. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je laisse. Là, la famille commence à avoir des doutes. Ils me disent, mais Sandrine, toi, depuis que tu es sortie de l'hôpital, le gars n'a même pas pris son billet de train pour venir te voir à l'hôpital ou même de laisser un peu son stage, dire que non, j'ai une urgence, j'ai ma partenaire qui est malade, rien. On est en France, Lyon-Paris, c'est 2 heures en TGV, Sandrine, c'est pas normal et tout. Ma soeur, elle m'a dit, en tout cas, moi, cette personne-là, je peux pas me la carrer. Toute la famille a dit, Sandrine, nous, en tout cas, si tu veux rester avec cette personne, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, nous, notre priorité, c'est toi. Dieu m'a fait grâce que ma famille a regardé d'abord moi avant de se pencher sur lui. Mais après, comme on dit, c'était un peu... ça dépendait de qui, comment chacun réagissait en fait à la maladie. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Il vient, je lui dis, bon, sont où tes analyses? Oh non, j'ai oublié ça chez mon frère, comme j'étais pressée, nanana, j'ai oublié chez mon frère. J'ai dit quelque chose aussi important, tu as oublié chez ton frère. J'ai dit, mais en fait, du coup, j'ai dit, si tu as oublié son greffe, c'est pas grave. Tu prends un laboratoire, tu refais les prises de sang. Comme ça, du coup, je les aurai. Je dis, ouais, mais non, tu n'as pas besoin des prises de sang. Je t'ai déjà dit que j'étais malade. De toute façon, si je suis dans cette... c'est à cause de toi et tout, machin. Donc là, il commence son travail de me faire culpabiliser que c'était moi la fautive. Donc, en gros, si je suis... Genre, en gros, estime-toi heureuse que je sois encore là et que je t'accepte avec la maladie. Toi, tu es tellement dans la culpabilité, tu te reconnais plus. Donc, tu te dis, bon, on va accepter. Même les miettes qu'il va me donner là, même si c'est miettes, là, on va se m'en prendre. On va aller avec. Et du coup, je commence le traitement. Donc, le traitement, du coup, c'est une trithérapie. Et donc, du coup, moi, ils ont tout fait pour que je puisse prendre qu'un seul traitement. Dans le mot tri, il y a 3. Donc, ça veut dire, en fait, c'était 3 molécules dans un seul comprimé.
Donc les 3 Komoluki étaient un peu costauds parce qu'il y a des grammages et tout, des choses comme ça. Puisque le traitement, il faut tout le temps que je le commande, ça vient des Royaumes-Unis, qu'à chaque fois, c'était par commande et tout. Donc je prenais le soir. Et du coup, effet secondaire, j'ai beaucoup noirci. J'ai énormément noirci, j'ai énormément maigri. Et aussi, du coup, j'avais des idées noires. Des idées noires, ça veut dire que… Des périodes un peu sombres. Des périodes très, très, très sombres, même pas un peu, très, très sombres. La première tentative que j'ai faite, c'est que je me suis tailladé les veines. Carrément, je me suis taillé des veines, j'en pouvais plus. Parce que tu avais la famille qui te parlait, qui voulait comprendre. Ça veut dire que même moi-même, je ne comprenais pas, parce que c'était des termes scientifiques. Donc, je ne comprenais pas. La famille qui se pose beaucoup de questions. Chacun réagissait énormément, chacun réagissait de manière très différente. Moi, par exemple, ma mère, elle est tombée par terre. Tu sais, nos mamans, quand elles font les matangas, quand elles pleurent, là. Donc, ma mère, elle s'est roulée par terre. Mon frère, pendant une année, il ne m'a pas adressé la parole. État de choc, en fait. Tellement il était choqué, parce que moi, je suis la dernière, et lui, c'est le grand frère. Vu que j'étais dans une période où je venais de trouver du boulot, j'avais l'appartement, donc je commençais à avoir une vie stable. Tu as 23 ans, à l'époque, j'avais 23 ans, donc mon frère, pour lui, c'était trop. Il s'est dit non. Mon frère a dit, si tu es encore avec cette personne-là, moi, en tout cas, il faut me barrer. Donc, ça veut dire que mon frère, il a dit non, moi, je ne peux pas. Et ta soeur? Ma soeur Gaëlle, on va voir un peu. Je sais que ta soeur Gaëlle a été un réel soutien pour toi. Elle était du début jusqu'à la fin. Elle savait comment te gérer. Elle savait que devant toi, elle ne devait jamais pleurer. Ça, je le sais. Et c'est bien. Heureusement qu'il y a Gaga est là. Il y a Gaga. Ouais. Ma soeur Gaëlle, c'est la définition de la foi même en personne. C'est vraiment la définition de la foi en personne parce qu'elle a dit, je me rappelle quand on avait eu une conversation, elle a dit à Dieu, cette affaire, moi, je ne gère pas. Elle n'a pas accepté ça. Elle a dit, j'accepte pas. C'est ma soeur, ma petite soeur, mon bébé, sa première fille. Elle a dit, Dieu, là, en tout cas, moi, je ne veux pas gérer ça. Déjà, dès le début, elle a évoqué les bonnes choses. Elle ne gère pas. Ça veut dire que c'était la première qui était à l'hôpital avec moi. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était toujours avec elle. Aller chercher les traitements, c'est avec elle. Trouver des stratégies, des stratagèmes pour parler à la famille, pour parler à maman, pour parler à mon frère. C'était toujours avec elle. Si je dois définir l'amour inconditionnel en personne, c'est ma grande sœur. Ça veut dire que notre relation aujourd'hui, ça s'est renforcé encore. Elle s'est renforcée à un niveau où si demain on me dit Sandrine saute d'un pont pour elle, je vais sauter. Tu réfléchis au moins 10 secondes. Non, je réfléchis pas. Mais tu vas laisser Gaga. Non, si on me dit non, déjà, je réfléchis sans pas. effet, la personne qui va te dire d'aller sauter sur le pont. Oh. Elle va me dire mais t'es pas quoi ces idées? Non mais c'est pour dire que c'est elle. C'est elle, ça veut dire que même si derrière je suis quand même restée avec cette personne, même si ça lui faisait mal que je reste avec cette personne, elle avait compris que j'avais besoin qu'il soit encore là un peu de temps jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je comprenne que je n'étais pas du tout dans une bonne relation en fait. Et que je comprenne donc qu'il fallait un processus. Et elle a compris que j'avais besoin de temps pour réaliser que la personne qui était en face de moi était coupable et que c'était moi la victime en fait. Elle était déjà persuadée que c'était pas toi. Elle était persuadée que c'était pas moi parce qu'elle connaît ma vie, elle sait comment j'étais, elle sait qui je suis en fait. Donc du coup, elle n'a pas eu un doute sur mon innocence. On peut dire ça comme ça parce que si on utilise les termes, c'est un crime en fait. Ah. C'est un crime parce que tu peux pas garder des choses comme ça et ne pas prévenir ton partenaire. En lui, fait. Il était déjà au courant, lui. Lui, il savait déjà. Lui, il était au courant puisqu'il était déjà malade bien avant moi. Et comment je l'ai découvert? Dieu sait faire les choses. Ça veut dire que là, on est en 2014, fin 2014. On arrive en début 2015. Je suis quand même… de 2014, je suis quand même restée jusqu'en fin 2015. Même début 2016. Je suis encore restée avec la personne malgré tout. Ça veut dire que tu arrives à un stade où
tu t'accroches en fait à une personne parce que tu te dis, il connaît ma situation, il sait ce que je vis, Il reste. il reste. J'ai besoin de quelqu'un parce que comme Oui, je dis, exactement, ouais. voilà, j'ai besoin de quelqu'un, une personne qui va me rassurer, on sait de quoi on parle, il peut me distraire et tout, des choses comme ça. Et à ce moment-là, en fait, j'étais arrivée à une période où je voulais comprendre, Comprendre en mais fait. réellement Ouais, ce qui ouais, se ouais. passe. Je Faire me de suis dit, mais recherche. Sandrine, mais C'est pas possible. c'est pas possible. Il y a quelque chose que tu as loupé. Donc, ces agissements devenaient un peu bizarres. Quand j'essayais de lui faire voir ma famille, parce que Dieu merci, ma famille ne l'a pas rencontré. Parce que moi, j'attendais vraiment qu'on finisse les examens et tout, qu'on prépare, comme on dit, une rencontre, où j'attendais un événement familial pour pouvoir le faire, le présenter à la famille. Donc, à chaque fois, il esquivait. Il esquivait. Et en 2016, non, en 2016, il y a eu un mariage du coup d'une de mes grandes cousines et je lui ai demandé encore, je lui ai dit, bah écoute, il y a un mariage, elle m'a dit oui, je vais venir. Là, il est venu. Et là, en fait, là, ma famille, c'était, Niet. ils ne me regardaient pas. Ça veut dire que j'étais à côté de lui, j'étais avec lui, je m'affichais avec lui, mais normal, limite, j'étais trop fière. Mais ma famille, à ce moment-là, ils ont dit, non, Sandrine, non. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit, tant que tu es là-dedans, nous, ça ne va pas marcher. Et c'est là que j'ai compris que, là, je me suis dit, je ne vais pas perdre ma famille pour un homme, en fait. J'ai dit, l'homme peut partir, mais la famille, c'est pas pareil. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, non, je ne peux pas rester là-dedans, j'ai une famille, et je préfère perdre cet homme-là et que de rester dans cette relation, quoi. Donc, du coup, l'événement passe. Jusque-là, ça va. L'événement passe et tout. Et là, je rentre chez moi. C'était en été, ouais, c'est ça. Je rentre chez moi. Et lui, après, il était reparti encore, du coup, sur Paris. Je rentre chez moi, je me mets à ranger. Je range ma maison. Et je trouve une pochette noire. Dans un endroit que même moi, je n'aurais pas pensé trouver. Je range, je fais mon tri. J'ouvre la pochette noire. Je vois des analyses. Des prises de sang, des charges virales. Et je vois une analyse qui date de 2011. 2011. 2011. Ça, c'est l'analyse qui date de 2011, mais ça ne me dit pas à quel moment, lui, il a été infecté. Ok. Donc, moi, je regarde 2011. Là, j'ai cru que le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai commencé à pleurer. Je me rappelle, j'ai appelé mon pasteur. J'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, pasteur Maï, là, je viens de découvrir ça. C'était innocente. En fait, c'est pas moi, en fait, c'est lui. Comment j'ai fait pour rester encore dans cette relation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai failli perdre ma famille pour cette personne-là qui est censée t'aimer, censée te protéger, ne pas te faire du mal. Et je redécouvre ça. Et je me rappelle, j'ai appelé Yaguel. Je dis, Yaguel, tu avais raison. Elle me dit, j'attendais juste que tu ouvres les yeux. J'ai dit, ok. Là, mes yeux sont bien ouverts. Grave. Très bien ouverts même. Oui. Ah, les yeux étaient bien ouverts. J'ai appelé les membres de ma famille, tous. J'ai dit, Réunion. vous avez raison. Raison, ouais. Moi, quand j'ai tort, hein, Tu le dis. je reconnais. Mm. J'ai dit, non, là, vous avez raison. Mais tant que moi-même, T'as pas vu? je ne suis pas allée jusqu'au bout de la chose, je vais être dedans. J'ai dit, coup, non, la vous suite. avez raison. La suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, écoute, je suis tombée sur ta pochette noire. Il dit, ah ouais, quelle pochette? Quelle pochette? Oh. La personne commence à paniquer. Mais quelle pochette? Quelle pochette? Quelle pochette? J'ai dit non, je suis tombée sur ta pochette noire. Et sur cette pochette, dans la pochette, j'ai vu qu'il y a des analyses de sang, des prises de sang que tu pris, qui datent de 2011. Donc, tu es malade bien avant moi. Donc, c'est pas moi qui t'ai transmis le VIH, le sida, c'est toi. Personne, déni total. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai transmis ça. Tu sais très bien que je pourrais pas te faire des trucs comme ça. Moi, je t'aime avec tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Là, si ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Regarde, ton appartement, c'est grâce à moi que tu l'as trouvé. Ton taf et tout, j'ai t'ai aidé et tout. Oui, pas de problème. Mais non, J'ai pas dit de ok. maladie. J'ai dit ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je lui ai juste dit, écoute, toi et moi, c'est terminé. J'ai dit, sache que il y a une parole qui dit dans la Bible, à moi la rétribution des méchants.
C'est tout ce que je lui ai dit. J'ai dit, et que Dieu te bénisse. J'ai raccroché. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai appelé le pasteur, je me suis dit, il faut que je prie, que tout ce qu'il a mis en moi, là, il faut que ça sorte. Je commençais mon... Bon, j'aime pas dire ça, cure d'âme, si vous voulez, mais moi, j'aime pas dire ce mot. Mais j'ai commencé à prier, ma restauration, j'ai commencé à prier, vraiment, à rechercher le Seigneur et tout. Jusqu'à, je me suis dit, non, l'appartement, là, il était trop là, en fait. J'ai changé d'appartement. J'ai changé de boulot. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai tout tout changé. lié- Tout tout ce qui était était lié lié à avec lui. lui. J'ai enlevé les cadeaux, tout, j'ai jeté. Déjà- Donc là, c'était en début 2017. Ça, c'est déjà les maintenant. démarches à faire lorsque tu veux te débarrasser de quelqu'un. Franchement, oui. Quand tu Ok. vois qu'il y a une personne qui a été toxique, en fait. Ouais. Toxique d'une manière ou d'une autre, il a été toxique pour moi, puisqu'il m'a laissé une empreinte qui n'est pas forcément visible, mais qui est là, qui est dans mon corps, en fait. Donc, je me suis dit, si la partie invisible, là, que je ne peux pas enlever, que j'enlève la partie visible. Donc, du coup, j'ai changé de boulot, j'ai changé d'appartement. Et quand j'étais à l'hôpital, je disais que j'avais mal aux ovaires. Donc, la maladie avait commencé à attaquer, en fait, mes ovaires. Donc, du coup, j'aurais des difficultés, d'après les diagnostics, à avoir un enfant. Donc, moi, du coup, je fais ma petite vie et tout. Donc, je suis restée longtemps seule parce que j'avais envie d'abord de me retrouver moi, de comprendre la maladie, de faire tolérer plutôt. Accepter, c'est pas trop le mot, mais de faire tolérer la maladie à la famille. Et je me suis dit dans ma tête, Sandrine, tu es malade, oui, mais la maladie ne va pas déterminer la personne que je suis. Là, maintenant, c'était enjoy. Ça veut dire que maintenant, c'était joie. Quoi? Enjoy. 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 Non, maintenant, je me suis dit, on va être, comment dire, tout le temps dans la joie. Je me suis dit, allez, je vais montrer à ma famille que je vais bien, que je travaille. Et là, j'ai commencé, ma thérapie à moi, c'était les voyages. J'ai commencé à voyager. Je suis allée à Prague, je suis repartie au Congo-Brazzaville, je suis allée au Portugal, j'ai fait Londres. Ça veut dire que j'ai vraiment commencé à voyager. Et en 2018, je rencontre quelqu'un, congolais aussi, d'origine de Kin. Donc moi, je ne suis pas allée très loin. Ah, t'es venu chez nous, là. J'ai seulement traversé le fleuve Congo. Donc, j'ai commencé du coup une relation et tout avec quelqu'un. Et j'étais très dure. J'étais très dure parce que ça faisait un moment que, voilà, que je ne me laissais pas, comment dire, convoiter. Je me laissais pas... en fait, je laissais rien passer. Voilà. Et comme j'étais partie dans une phase où je me disais, en fait, si ma propre famille n'arrive pas à accepter la maladie, c'est pas une tierce personne qui va arriver qui pourra accepter. Donc ça, là, j'ai dit, je barre. Je reste seule. En fait, moi, c'était ça. Tant que ma famille n'accepte pas vos histoires de relations, machin, non. Et c'est ma famille qui commence à me dire, oui, mais il faut quand même que tu essayes, va dans des centres où tu connais, il y a des personnes qui sont séropositives. Je dis, oh, donc moi, la malade, je vais encore chercher quelqu'un de malade. Bourbier. J'ai dit non, et tout. On me poussait, mais non, essaie dans les sites et tout. Il y a des, et c'est vrai, il y a des sites, des centres et tout. Mais tu vas là-bas, c'est tellement morose. J'ai fait ça une fois, c'est tellement morose, je me suis dit, non. Ça, c'est pas pour moi et tout. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Donc, je pars à une fête avec une amie. Elle me chauffe un peu. Elle me dit, ah, Sandrine, vas-y, viens, on part à un anniversaire d'un enfant et tout. On nous installe sur une table. Et sur sa table, je rencontre ce jeune homme. Et il commence à me parler et tout, machin. Moi, j'étais en mode, dans ma tête, moi, j'ai dit, toi, tu vois, jolie fille là, comme ça. Mais si tu savais, au fond, c'est Bourbier. Blessé des guerres. J'ai dit non. Il parle. Et comme on avait des amis en commun, il a dit non, moi il faut que je vois cette fille et tout, elle m'a l'air super sympa, j'aime comment elle parle et tout, nanana, trouvez-moi et tout cette fille. Des amis me contactent, me disent ah Sandrine et tout, c'est le jeune homme de cette fête et tout, machin. Donc du coup, j'ai dit bon, on va voir ce que ça va donner. Faut bien... Après, je me suis dit qui tente n'a rien. Donc je me suis dit, j'ai dit dans tôt ou tard, il faut bien quand même que je commence à rencontrer quelqu'un, que je tente. Et dans ma tête, je m'étais préparée à avoir des râteaux. Je me suis dit, c'est pas le premier arrivé qui va me dire oui. Donc j'étais déjà conditionnée qu'on me dise non. Mais vraiment conditionnée. Hein. Donc on commence à parler tout. Et moi, je m'étais donné cette responsabilité de me dire, Sandrine, certes, il y a quelqu'un qui a joué avec ta vie.
Je ne vais pas jouer avec la vie de quelqu'un d'autre. On est déjà pas mal, hein, donc on va éviter les dégâts. Donc je me suis dit, je prends ma responsabilité que toute personne que je vais rencontrer qui veut une intimité avec moi et qui veut avancer avec moi dans une relation, je lui informe que je suis séronégatif. Parce que du coup, on dit séropositif quand tu as le traitement, mais après séronégatif, c'est quand c'est un peu stabilisé. Et vu que moi, du coup, avec le temps, ma charge, elle est passée à 0. Donc du coup, indétectable dans le sang. Donc je rencontre ce jeune homme. Je lui dis la vérité. Pareil, tout le temps le même scénario. On fait les sorties et tout, machin, ça se passe bien et tout. Je me suis dit, bon. Et moi, comme du coup, je suis devenue très observatrice en fait. Ça veut dire que c'est pas je te dis ça au téléphone, on est assis comme ça et je te balance le truc phare à phare. Il n'y a pas, je trouve les mots, hein, brut de pomme, pour voir ta réaction à l'instant T et en fonction. Hein? Pomme de terre. Brut de pomme. Ah d'accord. Ça veut dire que je lui dis sans l'aménager en fait. Sans gants. Sans gants, exactement. Parce que déjà, les médecins, quand ils m'ont balancé le truc, ils n'ont pas trouvé les mots. Donc, je dis, je vais faire comme le médecin. Je te dis la chose. Maintenant, c'est à toi de prendre ou pas, à prendre ou à laisser. Donc, du coup, un soir et tout, bon, je me suis dit, je vais quand même arranger l'atmosphère. Je lui dis, écoute, viens à la maison et tout. Ça se passait bien, quoi. Viens à la maison, on va dîner et tout, machin. Je me suis dit, bon, je vais le faire manger comme ça. Comme ça, au moins, il a mangé, il est bien, il n'y a pas de souci. Et après, je lui dis, non, mais j'ai quelque chose à te dire qui est très important et tout, et ça peut changer beaucoup de choses dans notre relation, tu vois. Et là, le gars, il commence à paniquer. Tu sens que le mec, les mains moites, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je lui dis, mais en fait, voilà, moi, depuis 2014 et tout, je prends un traitement à vie. Et je suis séropositif et tout. Mais aujourd'hui, avec le traitement, ça se va très bien, c'est indétectable et tout. Il n'y a pas de risque de transmission, donc je ne peux plus transmettre la maladie, puisque la maladie, voilà, à 90% des cas, c'est sexuellement transmissible. Voilà. Là, il me regarde. Il me dit, attends, t'as dit quoi là? J'ai dit, bah oui, je viens te dire que je prends un traitement et tout. Donc, je vais carrément chercher la boîte de mes médicaments. J'ai dit, regarde sur Internet ce que c'est noté. Il m'a dit, OK. Il se lève, il prend sa veste, il part. Là, je me dis, bon, c'est mort. Tranquille. Moi, je suis conditionnée. Je me suis dit, oh, c'est petit, c'est rien ça. C'est un, le prochain, ça va être la même chose. Donc, s'il y en a 10 qui passent avant, c'est pas grave. J'ai dit, OK. Le lendemain, il m'appelle. Il m'a dit, OK, t'es à la maison? Oui, je suis à la maison. OK, j'arrive. J'ai dit, OK. Il m'a dit, écoute, je suis désolée d'être partie comme ça parce que du coup, j'étais pas prêt, le choc et tout, nanana. Il m'a dit, déjà, je te remercie parce que tu m'as dit la vérité. Je te remercie, tu m'as dit la vérité et tout, machin. Donc, après, voilà, il pose des questions. Il m'a dit, ouais, donc du coup, donc là, tu peux plus transmettre et tout, nanana. Après, il me dit, oui, mais tu peux avoir des enfants. J'ai dit, ah, frère, la partie des enfants, là, moi, c'est compliqué. J'ai dit, moi, moi, ce que je sais, que je peux pas faire des enfants de manière naturelle. Moi, c'est fécondation in vitro, PMA, tout ça. Donc là, franchement, affaire d'enfant, là, laisse ça à côté. Il m'a dit, OK, d'accord. Il m'a dit, mais comment toi, tu te sens et tout? J'ai dit, franchement, ouais, moi, je me sens bien. En plus, c'était l'époque, tout le temps, salle de sport et tout, toujours, voilà, actif, hyper actif. Donc, du coup, la relation et tout, elle continue. Elle avance et tout, ça se passe bien. Bon, ça se passe plus ou moins bien, lui et moi, puisque plus on avance dans la relation, je me rends compte que sa vie ne correspond pas, sa vision, on va dire, ne correspond pas à ma vision et tout. Et du coup, je pars en Israël. Fin 2018, je pars en Israël. J'ai dit, bon, c'est vrai que j'étais un peu fâchée avec Dieu, non? Je me suis dit, bon, j'étais fâchée avec Dieu, on s'est réconcilié un peu, ça allait un peu mieux, lui et moi, dans notre relation. J'ai dit, bon, je vais un peu aller chez toi là-bas. L'église organise le voyage en Israël. Moi, je pars en Israël. J'arrive en Israël, le lieu vraiment où j'ai déchargé tout, c'est dans le jardin de Gethsémane où Jésus-Christ a fait sa dernière prière avant le chemin de la croix, avant qu'il soit crucifié. Pour restituer le contexte. J'étais face contre terre au jardin de Gethsémane et j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai senti un renouveau en moi, quelque chose qui se passait dans mon corps, quoi. Et voilà, vraiment, et j'ai prié. Après, on allait au mur des lamentations. Là, t'as les Juifs, hein, ils sont là, ils se lamentent. Hein. OK, faites ce que vous avez à faire.
Ce jour-là, je me rappelle, j'avais des amis qui m'ont dit, à ce moment-là, j'ai calculé personne. J'ai dit, là, c'est Dieu et moi. Je me suis mis dans le livre des Lamentations et je me rappelle très bien de la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole qu'il n'y aura aucune infertile dans ton pays. J'ai dit, là, je suis dans ton pays, non. Je suis en Israël, là où tu as été crucifié. Je suis devant le parvis que les nations sont en train de fouler. Je suis devant ce parvis-là. Je suis en train de le fouler. Et je suis partie. On est parti manger, on a continué notre visite. Ça veut dire que je suis arrivée en Israël, j'ai confronté Dieu en fait avec sa parole. Je me suis dit, je ne vais pas faire des prières, oui Dieu, donne-moi, nanani. Je n'ai pas fait de prière de lamentation. J'ai dit, je vais m'appuyer sur sa propre parole. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura aucune infertile dans ton pays. Donc là, je suis en Israël. Donc là, moi, je m'arrête sur ta parole et je rentre. Donc je suis rentrée. Je rentre et tout, donc je revois la personne avec qui j'ai commencé ma relation et tout. Il me voit en mode punchy, que je suis bien et tout, on vit notre petite vie et tout. Mais on avait toujours voilà, des petites discordes et tout, des petites différences et tout, machin. Et là, moi, je me sépare et tout. Je me suis dit, non, franchement, à un moment, je me suis posée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la manière dont il est en train de vivre sa vie, ça ne correspond pas trop à ce que je recherche dans ma vision. Et je me sépare, on se sépare. 3 mois après, je préparais mon voyage pour aller à Malte. Je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je tape des gros sommeils et tout, nanani. J'ai dit, bon, on va faire des prises de sang. Infection urinaire. Ah, non, même l'infection à côté, c'est petit. Je tape des prises de sang et tout, je vois comme ça. Je prends le truc de laboratoire et tout, je rentre, je regarde. Je me suis dit, je comprends pas, je vais voir le médecin. Le médecin me dit, ah, mais madame, vous êtes enceinte? Oh. J'ai dit, non, impossible. Je dis, je peux pas tomber enceinte. J'ai dit, vous savez très bien que je suis séropositive, que je peux pas tomber enceinte de manière naturelle. Qu'est-ce que vous me sortez? Il dit, je peux pas tomber enceinte. Et là, l'esprit me dit, souviens-toi ce que tu avais dit quand tu étais en Israël. J'ai dit, Seigneur, mais ce n'était pas dans ces conditions-là. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'était pas dans ces conditions-là. Je pars comme ça, pas là. Et les médecins m'avaient dit aussi que, il m'avait dit, le médecin, mademoiselle, ce serait préférable pour vous de faire un enfant avant vos 30 ans. Parce que j'ai changé de traitement, entre autres. Le premier traitement m'avait vraiment mis KO. Donc, du coup, en fait, le traitement me rendait progressivement stérile. Donc, du coup, on a changé de traitement. Et comme ce traitement-là, il était plus tolérable, donc, du coup, ça a stabilisé un peu les choses. Mais il me disait que vraiment, s'il faut faire un enfant, c'est entre vos 27 et vos 29 ans, quoi. Donc, c'est à cette période-là. Moi, je lui dis, mais si vous voulez que... J'ai dit, mais déjà, pour que je puisse faire un enfant, il faut rencontrer quelqu'un, que la personne ait la situation. Et lui, en fait, le père de mon enfant n'a pas eu peur d'avoir des rapports avec moi parce que il m'a fait confiance et c'était une manière pour lui de me prouver qu'il m'aimait en fait, qu'il était au-delà en fait de la maladie, au-delà de cette pathologie-là. Et c'était sa manière à lui de me montrer que non, moi je suis déter, je suis là. Et je lui dis, et du coup oui, on s'est séparés avant que je sache l'annonce de ma grossesse. On s'est séparés et tout. Et du coup, je sors du médecin, panique. J'appelle mon ami. J'ai dit, là, je suis enceinte. Je dois aller à Malte. Moi, j'avais prévu mes trucs jet ski, tout ça, machin. Moi, j'avais fait mon programme. Et là, c'est quand la parole te dit les programmes de l'homme ne sont pas les programmes de Dieu. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, panique. Et 2 semaines avant, j'étais venue à Paris voir ma soeur Gaëlle. Elle me dit, parce qu'elle m'appelle tout le temps la soeur la joue, en fait. Et du coup, elle me dit... oui, mais Sandrine, t'es bizarre et tout. J'ai l'impression qu'on dirait comme si t'étais enceinte. Je dis, ben non, je peux pas tomber enceinte. Vous savez très bien la procédure. Donc, du coup, bref, j'appelle ma mère aussi. J'ai dit, maman et tout, je suis enceinte. Ma mère, elle était contente. Elle était heureuse. Elle m'a dit, t'es enceinte, Dieu merci et tout, machin. J'ai dit, ouais, mais maman, t'es contente. Mais l'enfant, en fait, je vais l'élever toute seule, en fait, là, en vrai. Elle me dit, mais comment ça, le papa? Je dis, mais je me suis séparée de lui parce que du coup, voilà, on n'arrive pas à s'entendre et tout, machin, nana. Ma mère a dit ça. C'est pas grave.
c'est l'enfant que tu vas avoir. On va se concentrer sur l'enfant. Si le papa est là et tout, il n'y a pas de souci, il s'occupe de l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est l'enfant, ta santé, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit suivre et tout la grossesse. Donc du coup, je suis enceinte. Je pars à Malte, je reviens. Et là, je rentre dans la dépression. Clairement, je suis rentrée dans une dépression où je me disais, oh, ouais, mais je suis enceinte, mais je suis une femme séropositive, je ne suis pas censée tomber enceinte naturellement et tout. Donc, je posais plein de questions. Là, je me suis dit, je vais aller voir un psychologue. Je me suis dit, là, je vais voir un psy. Donc, le psy et tout, pour m'accompagner déjà par rapport à la grossesse, qu'il y a potentiellement des risques et tout. Parce que là, du coup, j'étais censée être accompagnée, mais là, je suis tombée enceinte naturellement. Donc, du coup, c'est un autre suivi. Donc, il fallait préparer un traitement pour l'enfant à la naissance et tout. En plus, j'ai une grossesse difficile. Donc, du coup, j'ai une grossesse contractive. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'avais tout le temps des contractions. Donc, j'étais alitée tout le temps, H24. Donc, du coup, il y a eu un moment tellement qu'on me donnait pas mal de calmants pour les contractions. Et pendant toute ma grossesse, malheureusement, j'oubliais de prendre mon traitement contre le VIH. Donc, du coup, ça m'a fragilisée et ça m'a fragilisé aussi ma fille. Au moment où je perds les os, j'arrive à l'hôpital. Là, tout de suite, ils me prennent, ils font les examens et tout. Donc, parce que c'est assez rapide. Donc, du coup, ils prennent les examens et tout. Dès que j'ai accouché, ils ont amené tout de suite ma fille en néonate. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont juste posé ma fille et après, tout de suite, ils l'ont ramenée. Ils ramènent et tout, et ils viennent me voir et tout. Je viens juste d'accoucher. Hein. Ils viennent me voir et tout. Oui, mais madame et tout, votre charge virale est redevenue active. J'ai dit, comment ça? Et là, je me suis dit, j'ai dit, mais. Et ma fille et tout. Elle m'a dit, bah oui, là, justement, il faut qu'on fasse des examens pour éviter qu'elle soit contaminée et tout, puisque c'est vos anticorps à vous que vous donnez à l'enfant, donc tout ça. Et donc là, on est obligé de vous garder 15 jours à l'hôpital. J'ai accouché le 1er décembre 2019. Je suis née le 16 décembre. Donc, du coup, je suis sortie le jour de mon 29e anniversaire de l'hôpital. Pendant 15 jours, j'étais à l'hôpital. J'ai dit, bon, Seigneur, là, toi et moi, il faut qu'on ait une discussion. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on parle. Pendant 15 jours, pareil. Moi, comme j'aime confronter Dieu, donc du coup, je le confronte encore avec sa parole. J'ai dit, Seigneur, là, cette affaire-là, je vais faire comme Yagaël. J'ai dit, là, je ne suis pas dedans. J'ai dit, je ne veux pas accepter. J'ai dit, Seigneur, si tu épargnes ma fille et moi, et que tu éradiques la maladie dans mon corps, mais vraiment éradiquer, ça veut dire que je ne veux plus en entendre parler. À partir de ce moment-là, que celui qui croit en ton nom, il ne croit pas à ton nom, je vais parler de toi et je vais témoigner de toi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et pendant ces 15 jours-là, j'ai fait seulement cette prière. Hein. C'était adoration sur adoration. J'ai dit, allez, prière de lamentation, là, c'est bon, on a assez fait. Adoration sur adoration. Je sors de l'hôpital. J'ai dû donner un traitement antiviral à ma fille pendant 1 mois. Donc, ça, premier mois de naissance, il fallait que je donne un traitement antiviral. Donc, il fallait que je donne le matin, matin et soir. Et là, tu restes calme. Hein. Je me dis, allez, je vais rester calme. Je ne vais pas me lamenter. Je dis, allez, je reste calme. Le mois passe, on refait les examens pour la petite. Oh oui, c'est bon, ça va. Très bien, elle a bien toléré le médicament. Et ma fille, elle s'appelle Elia. Dans Elia, il y a le nom du prophète Élie. Et au moment quand j'étais à l'hôpital où je voulais pleurer, le Seigneur me dit, tu sens que même le Saint-Esprit limite te dit, tu pleures, pourquoi? Il dit, mais le prénom que tu as donné à ta fille, c'est pas le manteau de gloire en fait que le prophète Élie a porté. Donc, pourquoi tu pleures? Là, je regarde la petite, elle me tape un smile. Je dis, ok. Comme dans les films. Ouais, je te jure. J'ai eu cette parole et du coup, je regarde ma fille, elle sourit. Genre, en gros, pour me dire, maman, mais reste calme, en fait, t'inquiète. Je suis là, je vais bien. Ok. Donc, on est sorti de l'hôpital, la famille, les visites et tout. Donc, du coup, moi, j'ai dû reprendre encore le traitement pour restabiliser le truc. Donc, c'était encore fort. Déjà, quand tu es enceinte, déjà, tu es fragilisée. Donc, quand tu sors de la grossesse, tu es encore fragilisée. Donc, tu rajoutes encore le traitement. Donc, du coup, j'étais cassée. Mais on est resté quand même calme par la grâce de Dieu. Les mois passent. Donc, là, on est en début 2020. 2020. Confinement. C'est en mars, non? Mars, le confinement arrive.
Moi, et tout, j'étais en congé mat. Je me suis dit, je vais monter à Paris. Je lui ai dit, je viens à Paris, je vais rester chez ma soeur Gaëlle. Donc, j'étais confinée chez ma soeur. Mon soldat préféré, comme c'est Yaguel. Moi, du coup, quand je me déplace, je prends toujours le même nombre de médicaments pour le jour que je reste. Donc là, moi, j'étais venue pour 4 jours. Confinement. Pas de traitement. Et là, je me suis dit, on est confiné. Je dis, mais on est confiné. Moi, j'ai pas mon ordonnance avec moi. J'ai pas l'ordonnance pour les prises de sang. J'ai pas tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais comment? Panique. J'appelle mon médecin. Le médecin m'a dit, écoutez, comme c'est une nouvelle maladie et qu'on ne sait pas comment elle réagit, là où vous êtes, vous ne mettez même pas les pieds dehors. Donc, pendant 1 mois et demi, je suis restée à l'intérieur. Ça veut dire que je n'ai même pas vu l'extérieur. Parce que Corona, on ne connaissait pas c'était quoi. Donc, du coup, entre mon médecin qui est à Lyon, il fallait trouver une pharmacie qui pouvait récupérer le médicament parce qu'il faut commander. Donc, trouver une pharmacie qui était disponible pour récupérer le traitement. Donc, on a fait des fax, des mails. Donc, ça veut dire qu'il fallait que le traitement tombe le jour où j'en avais plus, en fait. Et du coup, quand le confinement tombait le 16, moi, j'étais censée rentrer depuis 2 jours. Donc, pendant 2-3 jours, je n'ai pas pu me soigner. Donc, ma soeur, elle était en panique. Donc, on a fait les choses bien. Dieu merci. J'ai reçu par fax l'ordonnance. Donc, j'ai pu récupérer le traitement et tout. Tout va bien. Je prends mes traitements, je finis les traitements. Je prends mes traitements tranquillement. Je rentre à Lyon fin avril 2020. Je rentre à Lyon. Je reprends du coup le boulot. Mais comme là, il y avait le coronavirus, il fallait que je sois suivie tous les mois. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je suis suivie et tout. Ils disent, ah ben, madame, franchement, vos analyses, vous nous épatez parce que du coup, vous reprenez vite une charge virale à 0. C'est bien, continuez ainsi. Très bien, je continue mes analyses tous les mois. Donc moi, on me met en télétravail, du coup, forcé, puisque je suis personne vulnérable. Vu que j'ai un virus, du coup, voilà, donc du coup, personne vulnérable. Et là, du coup, le dernier rendez-vous, c'était au mois de décembre 2020. Décembre 2020. D'habitude, j'en faisais en visio. Là, le médecin m'a dit, non, là, il faut que je vous voie. Je dis, mais il va me voir pourquoi. D'habitude, on fait ça en visio. Il m'envoie le truc, comme ça, c'est bon, c'est carré et tout, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, moi, je fais mes analyses et tout. Donc, du coup, moi, entre autres, je me suis séparée du coup du père de ma fille. Et entre autres, je rencontre quelqu'un encore. Je rencontre quelqu'un. Je me suis dit, oh non, là, j'ai la flemme. Je suis en train de courir dans ma chaise et tout. Donc, du coup, je dis non. J'ai dit, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un maintenant. C'est pas, là, c'est pas le moment pour moi. Puisque ma charge, elle est un peu compliquée. Donc, j'ai pas encore envie d'initier quelqu'un là-dessus. Je me suis dit, non, j'ai pas envie. Mais je rencontre quand même cette personne-là. On rencontre, voilà. On commence à parler, on commence à discuter pendant l'été 2020. Moi, je calcule pas, en fait. Je me suis dit, on parle bien, on discute bien et tout. Septembre arrive, donc là, du coup, je suis vraiment en télétravail à 100%. La personne, du coup, elle insiste, ouais, mais il faut qu'on se rencontre. On s'est vu la dernière fois, on était dans un contexte de barbecue et tout. Donc là, vraiment, j'ai bien envie de te rencontrer. J'aime ton dynamisme et tout. J'aime ta personnalité, machin, nanana. Dans ma tête, toujours la même phrase. J'ai dit, si tu savais, mon gars, personnalité, mais à l'intérieur, là, ce temps-ci, c'est chaos. Et donc, il insiste quand même, tu vois. Donc, on se voit, on discute. Tout de suite, en fait, il me dit ce qu'il souhaite, en fait, comme type de relation, une relation saine, constructive et tout, basée sur la vérité. Et là, tu te dis, non, ça veut dire que là, il faut que je dise les choses clairement. Il me dit, ouais, basée sur la vérité, parce que moi, j'aime pas les demi-vérités. Donc, il me structure, en fait, sa conception aujourd'hui. Je me dis, bon, il a l'air de savoir ce qu'il veut, il a l'air de savoir comment il veut entreprendre les choses et tout, nanana. Et je me suis dit, ok, bon. On s'est vu la première fois, on continue. Bon, là, du coup, comme il y a le corona et tout, on ne peut pas faire des rendez-vous, on va dire classiques, grand-chose. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis en télétravail, donc si tu peux, passe, comme ça, on discute et tout, et j'aurai quelque chose à te dire et tout, machin, puisque comme tu l'as dit, que tu veux pas les demi-vérités, donc je vais t'annoncer quelque chose qui me concerne. La personne m'a dit, ah ouais, carrément et tout, machin. Je lui dis, oui, puisque tu as l'air de vouloir ce que tu veux, donc tant qu'à faire, je te dis les choses. Et là, il arrive et tout.
Moi, je fais toujours la même stratégie, je fais à manger pour adoucir le truc. Donc, je fais un petit truc à manger et tout, nanana, je le fais asseoir et tout. Il m'a dit, bah, écoute, bah, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bah, en fait, moi, depuis 2014, pareil, je fais toujours mon même discours, je dis, écoute, moi, depuis 2014, j'ai une pathologie, c'est le VIH-Sida, donc franchement, écoute, à cette heure-ci, en plus, ah là, par contre, lui, j'étais violente. J'ai dit, hey, à cette heure-ci, ça va prendre, laisser la porte, elle est là. Je lui dis ça comme ça. Il me dit, t'es sérieuse? Je lui dis, bah oui. Moi, je dis, bah, ça à prendre ou à laisser. Je lui dis, t'as le libre arbitre, en fait. Ça veut dire que c'est, soit tu prends tout, soit c'est rien. J'ai dit, si t'es prêt à accepter ça, très bien, mais voilà, moi je te dis les choses, c'est comme ça. Il m'a dit, écoute, je ne vais pas t'accabler encore parce que je pense que tu as dû traverser beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Là, tu m'annonces ça, ok, j'ai pas de questions. Je lui dis, non, c'est pas normal, tu dois avoir des questions, tu dois me poser des questions. Il me dit, non, là, j'ai pas envie de te poser des questions, tu m'annonces, laisse-moi le temps de comprendre, de digérer la chose et tout, et après, je reviendrai vers toi en temps voulu pour te poser les questions par rapport à la maladie, parce que du coup, il me dit, bah, j'ai jamais été confrontée à une personne qui était malade. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, mais confronter une personne qui l'a réellement, ça m'est jamais arrivé, donc laisse-moi le temps et tout. Et là, je lui dis, franchement, de toute façon, t'es pas prêt, hein, donc voilà. Et il me dit, mais il m'a dit, waouh, t'es dur. Il m'a dit, t'es dur. Il me dit, t'es vraiment dur avec toi-même. Ça se voit que. Il me dit, oui, ok, on a dû te dire femme forte, femme battante et tout, machin, nana. Il me dit, moi, je ne veux pas rentrer dans ce discours, ouais, t'es femme forte, machin. Je dis, je veux vraiment apprendre à te connaître. Et il faut que je comprenne la maladie et tout, machin. Ok, les jours passent, les semaines passent. Moi, je vais voir mon médecin en décembre, avant les fêtes. Il me dit, bon, écoute, oui, mademoiselle Wamba, franchement, vous m'épatez. J'ai dit, comment ça? Il me dit, bah, il y a quelques mois, votre charge, elle a monté parce que oui, vous avez eu des écarts par rapport au traitement. Mais là, ce qui est étrange, ça c'est les médecins, ils me disent, ce qui est étrange, c'est que vos globules rouges, je crois que c'est globules rouges, il m'a dit, vos globules rouges, en fait, mangent le virus, en fait, naturellement, en fait. Et c'est ça qui fait que... Vous allez de mieux en mieux. Vous allez de mieux en mieux, et c'est ça qui fait que le virus n'est plus visible. Donc, tout seul, en fait, naturellement, en gros, le virus, en fait, il est en train de disparaître dans votre corps. Je dis, ok, et ça veut dire, bah, en fait, j'ai rien à dire sur vous, quoi, parce que là, franchement, vous m'épatez. En fait, normalement, c'est censé se stabiliser, en fait, les cellules, les cellules et tout. Elles sont censées se stabiliser, mais vous, elle fait que monter en puissance. Donc, du coup, limite, le traitement, il est plus trop efficace. J'ai dit, ça veut dire quoi? Bah, en fait, là, en fait, moi, j'ai pas besoin de vous voir sur l'année 2021. On va se revoir que décembre 2021, potentiellement, pour qu'on arrête le traitement, parce que là, je vais vous voir, je vais rien vous dire. Yes. Je lui dis, mais ça veut dire que les prises de sang, je refais plus et tout. Il m'a dit, non, on fait plus les prises de sang, mais par contre, je vous laisse une ordonnance sur une année. Je veux dire, ça veut dire que sur l'année 2021, vous et moi, on se voit plus. Il m'a dit, je pense qu'on s'est quand même assez vu, non? Vous pensez pas? J'ai dit, très bien. J'ai dit, très bien. Je lui dis, mais quand vous dites que les globules en train de manger le virus, il me dit, non, mais c'est que le virus disparaît naturellement. Après, je lui dis, mais il y a combien de cas dans le monde que les personnes ont été guéries totalement du VIH? Il m'a dit, bah, en fait, il n'y en a pas, en fait. Je lui dis, mais comment ça, il n'y en a pas? Il m'a dit, non. Il y en a pas dans le sens où on prend le traitement à vie et du coup, ben voilà, à vie vous prenez le traitement, mais le virus, il dort. Mais quelqu'un qui arrête le traitement totalement, il n'y en a que 2 dans le monde. J'ai dit, ok, d'accord. Mais on se revoit en décembre. Et j'ai dit, bon, on se revoit en décembre et je serai la 3e personne. Amen, 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 amen. Et puis... Waouh. Donc, si je résume bien aujourd'hui ta situation, ouais, ça mérite quand même, hein. Ça mérite quand même des applaudissements. Et aujourd'hui, ta situation, donc aujourd'hui, maman. Ouais, maman d'une petite fille. En couple. Oui. C'est-à-dire comme quoi, rien n'est impossible à celui qui croit. Exactement, exactement. On va passer rapidement aux questions-réponses. Parce que je pense que le public, là, tu as dû les anéantir, donc ils vont te poser quelques questions.
D'accord. Et voilà, on va voir sur questions. Donc, les questions. Ah, on va commencer par qui? Yes. Oui. Déjà, bravo pour ta combativité. Merci. Vraiment, ton histoire est incroyable. Ouais. T'es une femme très inspirante. Et ma question que je me suis posée, c'est est-ce que l'homme qui t'a condamné est venu s'excuser à un moment donné? Est-ce qu'il est venu s'excuser? Est-ce que depuis là, est-ce que vous êtes concertés ou... Non. Depuis la dernière fois que j'ai Raccroché au nez. raccroché au nez, il a tenté à plusieurs reprises de me contacter, de me parler. Et c'est vrai qu'il m'avait envoyé un message où il disait en gros en gros, qu'il voulait me voir parce qu'il avait des choses à me dire et qu'il voulait pas me le dire par téléphone. Il m'a pas demandé pardon, mais il s'est excusé de tout le mal qu'il m'a fait. Donc, le pardon et l'excuse, c'est pas le même degré. Et déjà, le pardon, personnellement, moi, je l'ai pardonné. Mais le pardon, d'abord, c'est pour la personne qui pardonne, mais pas pour la personne qui reçoit. Donc, du coup, des excuses, oui. Je peux dire oui, j'en ai reçu. Et même encore récemment, il a essayé de rentrer en contact avec moi par des personnes qu'on a en commun qui me connaissent encore et qui le connaissent, qui a essayé, qui lui ont dit, mais en fait, laisse tomber, quoi. Elle est ailleurs, quoi. Elle est passée littéralement à autre chose, quoi. Voilà. Yes, Nathan. Soit la prod. Une petite question, vraiment du pénis pour ton témoignage, très très poignant. Merci. Aujourd'hui, actuellement, en 2021, est-ce que tu as tenu, comment dire, la promesse que tu as faite à Dieu sur le mur de l'alimentation? Est-ce que tu l'as tenue? Est-ce que tu la tiens? Qu'est-ce qu'il y en est de cette promesse? La promesse où je fais que je témoignerai de son nom? Bah oui, puisque je suis là. Si, monsieur K. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment même sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, oui. Sur les réseaux, j'ai commencé vraiment au début de cette année de donner des messages vraiment poignants sur la parole positive. Voilà ce que je dis souvent, ouais, rien n'est impossible à celui qui croit. Et je me suis dit, non, il faut que je parle de Dieu par n'importe quel moyen, si c'est sur les réseaux, ma famille, maintenant, ils sont habitués avec moi, parce qu'on m'appelle même maman pasteur. Donc, moi, ma famille, déjà, ils sont habitués avec moi que je parle tout le temps de la parole. Mais je veux sortir de ma zone de confort et parler de cœur à cœur, en fait, avec les personnes, parce qu'avec Dieu, c'est du cœur à cœur. C'est une relation, une intimité que tu construis avec lui. Et c'est cette intimité-là, en fait, que je veux montrer aux gens. C'est que par cette intimité, tu feras des exploits avec le Seigneur, en fait. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux parler de Dieu, pas forcément avec la parole, pas forcément sortir un verset, ton attitude. Il y a plein de petites choses, en fait, que tu peux utiliser. Et je peux dire que oui, aujourd'hui, je me tue, en fait, à vraiment faire cette promesse, parce que quand tu promets à Dieu, si tu les tiens pas, c'est un peu tendu pour toi. Ça pourrait être tous les jours. Hein. C'est un combat de tous les jours, ouais. Combat de vraiment tous les jours. Femme glorieuse. Alors bravo déjà Sandrine pour ton témoignage. Merci. Avec tout ce que tu as vécu, tu as été à terre, mais clairement aujourd'hui on voit que tu as vécu vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel message en fait t'aimerais tant transmettre à ta fille quand elle va grandir. Qu'est-ce que tu aimerais lui apprendre et lui inculquer pour qu'aujourd'hui elle puisse devenir aussi une femme de feu comme toi? Ah. En fait, j'ai envie de dire que ma fille, elle m'a choisi. Aïe, 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 aïe. Belle phrase celle-là. Ma fille, elle m'a choisi. Parce que j'étais partie dans une phase où je ne pouvais pas avoir d'enfant, en fait. Et Elia m'a choisi. Et même son prénom dit long sur sa personne. Ça veut dire que c'est elle qui a fait la femme que je suis, en fait. C'est elle qui m'inculque, en fait, les choses de Dieu, parce que c'est un miracle dans ma vie. Et oui, c'est elle qui m'a choisi. Et je pense que c'est même elle qui m'apprend plus aujourd'hui dans l'intimité avec Dieu. Parce que quand tu es avec un enfant, en fait, c'est comme Dieu et toi. Dieu, c'est le père et l'enfant. Et la mère et la fille. Donc, c'est plus moi aujourd'hui qui ai besoin d'elle qu'elle ait besoin de moi, en fait. Et je sais que
c'est Dieu qui l'a fait venir pour que je puisse être celle que je suis aujourd'hui. C'est ma mission en fait. C'est vraiment ma mission cet enfant. Ça veut dire que là, je fais cette émission. Elle va le voir. Je n'aurai même pas besoin de lui parler. Je vais la faire à ce moment, je dis, c'est toi, regarde. Ça, c'est maman qui parle. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre, je pense. Et j'essaye vraiment, dans son plus jeune âge, de lui mettre des louanges, parce que dans mon ventre, elle écoutait déjà des louanges. Et même aujourd'hui, elle est déjà attentive à certaines louanges que j'écoutais. Et elle écoute, elle reste comme ça, parce qu'elle sait que dans mon ventre, elle écoutait ça. Et j'ai tellement prié pour cet enfant qu'aujourd'hui, je vois vraiment la gloire de Dieu sur cet enfant, mais que ce n'est pas moi, c'est vraiment Dieu, quoi. C'est plutôt ça, en fait. C'est elle qui m'a choisi. Une dernière question. Yes. Je tiens à te remercier parce que quand on entend parler de cette maladie, on la qualifie toujours de maladie honteuse. C'est vrai. Et toujours on est là à capter les personnes qui la transmettent, mais on n'a jamais le témoignage des victimes. C'est vrai. Après, tu es vraiment victime. Et c'est vraiment très courageux, vraiment ça me touche de t'entendre une deuxième fois. Tu vas pleurer là. Non, je ne vais pas pleurer, c'est ma voix. Mascara. Ça me touche de t'entendre une deuxième fois parce que ça va donner aussi ce courage à ces personnes qui l'ont, malgré elles. En fait. De sortir de cet état. Et ça permet vraiment d'être plus ouverte. Et j'aimerais savoir, la personne qui te l'a transmise, dans son cas, s'il aurait été ouvert, est-ce que tu l'aurais accepté? Très bonne question parce que on me l'a beaucoup posé cette question et je te dis sincèrement, j'aurais pris mes pieds, j'aurais fui. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Ça veut dire que si il me l'aurait dit, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, les membres de ma famille m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais si tu l'aurais dit, tu aurais fait quoi? Je lui ai dit, franchement, première idée, j'aurais pris mes pieds, j'aurais couru. Je me suis dit, pourquoi je me prends la tête avec quelqu'un qui est malade? Tu n'es pas obligé de courir, tu peux juste partir. Courir. Ça veut dire que je ne sais pas comment j'aurais réagi, je ne sais pas dans quel état je serais, je ne sais pas dans quelle pensée je serais, parce que j'étais jeune, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Donc, c'est vrai que Dieu m'a fait la grâce d'être tombée sur 2 hommes qui ont accepté, mais ça reste quand même quelque chose un peu de difficile dans le sens où c'est une personne qui est dans mon intimité. Donc, il aura toujours, tu vois, des questions inappropriées, mais ça reste quand même des questions légitimes parce qu'il ne connaît pas la maladie. C'est vrai qu'on l'entend, ça reste la maladie de la honte, la maladie de la peur, ça reste la maladie, oui, tu as une vie de débauche, c'est la maladie des gays, des émotions. Non, en fait, c'est au même titre qu'une hépatite, au même titre que la tension, au même titre que le diabète, en fait. Mais j'ai envie de dire aux gens, sauf que le VIH, c'est pas marqué sur mon front. Visiblement, tu ne le vois pas quand tu prends ton traitement et que tu te soignes. Mais le diabète, insuline, là, il faut le supporter. Les cancers, tu perds tes cheveux. Donc, ce n'est pas pour minimiser, en fait, les autres pathologies. C'est pour dire, en fait, c'est une maladie qui est plutôt plus psychologique et psychique, en fait, que physique. Parce qu'au niveau scientifique, il n'y a rien à dire. Ça évolue aujourd'hui. Tu peux très bien vivre avec le VIH. Tu peux avoir maintenant des enfants. Tu peux avoir une vie normale. Mais c'est vrai que dans notre communauté, ça reste encore, même ce que je suis en train de faire aujourd'hui, limite, on m'a dit non, tu as fait le live, arrête au live, ne fais pas l'émission. Je dis non, moi en fait, je vais plus loin. Je me suis dit, non, j'ai une mission. Si Dieu a permis que j'ai cette maladie, c'est peut-être pour casser certains mythes, peut-être pour changer les mentalités dans nos communautés, pour dire que oui, c'est une pathologie, mais tout le monde peut l'avoir, n'importe qui peut l'avoir aujourd'hui. N'importe qui, quoi. Non, exactement. Et comme on dit la plupart du temps, le silence tue. Exactement, ouais. Tu as décidé de rester vivant, donc tu as parlé. Oui, c'est vrai que j'ai décidé de rester vivante. C'était le moment où j'ai décidé de parler. Exactement. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton histoire. Aujourd'hui, tu vas en édifier plus d'une. À travers toi, aujourd'hui, on va comprendre que parler, ça fait du bien. Parler libère. Et surtout la foi, la persévérance et la patience finissent toujours par payer. Merci beaucoup, tu sais comment ça se passe. Hein. Là, on est passé du rire aux pleurs, on va repasser du rire pardon, parce que ici c'est la joie. Donc là, on va l'avoir tout doucement, maman. Charisme. Tout doucement. Là, le public est là aussi. Tout doucement. Là, on est là.
T'arrives là. 1, 2, 3, 4, droite. C'est bien, charisme. Regarde la caméra. Bien. Victoire. C'est quoi la victoire? Merci beaucoup. C'était M. K, troisième émission. Merci à vous, continuez de nous encourager, continuez à vous abonner aussi. Pareil, on se dit à la prochaine.